Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio, les débats de l'été, 10h34. Bah oui, on ouvre les débats sur Sud Radio, on débat de l'actualité, de toute l'actualité. Avec vous au 0826 300 300. Et puis vous réagissez au débat, vous donnez votre avis, votre opinion sur nos réseaux sociaux, notamment sur le Facebook de Sud Radio. Je regarde en permanence pour lire vos messages. Nos débatteurs du jour, et je les remercie d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin. Jacques Miard, bonjour. Bonjour, salut et fraternité. Fraternité, Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte, auteur de Bye Bye Démocratie, c'est aux éditions Lafon Presse. Avec nous également Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CESE. Jean-Luc Benamias, bonjour. Bonjour, en direct de Marseille. En direct de Marseille. Ben voilà, on est un peu partout pour ces débats de l'été. Ça fait plaisir. Et puis Thomas Elexhauser qui est avec nous également. Bonjour Thomas. Bonjour à tous, bonjour chers amis. Nous avons les superstars de Sud Radio avec Benamias et Miard ce matin. Et ben voilà, il y aura du débat. Ça commence déjà. Ouais. Ça c'est pour faire passer vos avis, là, votre opinion et que ça provoque pas trop de réactions désobligeantes de leur part. C'est ça. Bah oui, bon, c'est bon joueur. C'est réussi. Bah oui, c'est réussi. On va voir ça ensuite, hein. Si vous le voulez bien. Secrétaire général Thomas du Nouveau Centre, conseiller départemental de l'Eure. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Bah tiens, je présentais Thomas Elexhauser à l'instant. On commence avec votre coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur pour une PPL qui a été signée et engagée par Agnès Evren visant à interdire proposition de loi. Des propositions de loi d'avril visant à interdire le port des téléphones portables à l'école et au collège. Aujourd'hui, la loi de 2018 interdisait l'utilisation, mais Agnès Evren a réussi à proposer cette proposition de loi transpartisane qui a été reprise par la ministre hier. Elle a juste oublié de parler du travail des sénateurs et qui vise à déposer et à engager le dépôt des téléphones portables à l'arrivée à l'école et au collège jusqu'à la sortie des bâtiments municipaux et départementaux et aussi engager une pédagogie sur les effets néfastes du trop-plein d'écran. Et donc, c'est un coup de cœur parce que je pense que c'est une très bonne mesure. C'est un grand travail parlementaire qu'a mené Agnès Evren, qui a rassemblé un nombre de signataires sénateurs impressionnants cette année. Et je suis heureux que le gouvernement ait repris cette proposition pour janvier 2025. Donc, coup de cœur à Agnès Evren, sénatrice de Paris, et à tous les parlementaires de tous les bords qui ont porté cette proposition qui a été reprise par la ministre Belloubet hier en conférence de presse. Interdiction des portables à l'école, d'abord dans 200 collèges, expérimentation dès le début, dès cette rentrée, et puis après avec l'objectif de généraliser cela à partir de janvier 2025. Vous l'avez dit, l'idée c'est de déposer son téléphone dans un casier quand on arrive au collège et puis de le récupérer donc à la sortie. Coup de cœur partagé, Jacques Miard? Oui, je crois que c'est une bonne idée. Pour la bonne et simple raison que les gamins ou les jeunes élèves, pardon pour les gamins, parce que souvent ce sont plus des gamins, ce sont des jeunes adolescents qui peuvent être addicts, n'est-ce pas, à l'iPhone, et deuxièmement, qui leur permet de communiquer en dehors et de ne pas être attentif à ce que dit le professeur. Et donc je crois que c'est une bonne idée. J'ajoute une chose. C'est que c'est quelque chose qui est quasi généralisé dans un certain nombre de services. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être espionné de l'extérieur sur un certain nombre de choses. Je regrette, par exemple, que lorsqu'il y a des réunions de groupes parlementaires, bien évidemment, tout un tas de députés renseignent la presse sans attendre le résultat de la discussion. Alors c'était différent sur les consultations à l'Élysée. Là, on devait déposer son portable à l'entrée. Oui, j'entends bien, mais je peux vous dire que à la délégation parlementaire au renseignement, lorsque nous nous réunissons, nous laissons bien sûr les portables dans une autre salle assez éloignée de la nôtre pour ne pas être espionnés. Parce que aujourd'hui, c'est une véritable plaie, n'est-ce pas? On est non seulement addict, mais on essaye d'avoir des informations de première main sans, je dirais, comment pourrais-je m'exprimer, distanciation par rapport aux événements. Donc ça devient un peu pénible. Enfants, Jacques? Pardon?
Revenons aux enfants. Cette proposition de loi vise aussi... Les enfants, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'ils sont complètement accaparés par l'iPhone, par leur téléphone, ils vont perdre l'attention au cours. Et deuxièmement, c'est véritablement une addiction qui est en marche. Sans jeu de mots. Jean-Luc Benamias. Cette proposition de Mme Even, je la connaissais, hein. Elle risque d'être appliquée en 2025, très bien. La question posée, c'est bien ce qu'ont dit un certain nombre de syndicalistes de l'enseignement hier, suite à la conférence de presse de la ministre, dont je rappelle, et j'en parlerai tout à l'heure, démissionnaire, c'est qu'il faut les moyens derrière. Ça n'est pas une évidence du tout dans les collèges, notamment dans un certain nombre de collèges, de pouvoir accueillir les élèves, mettre les téléphones dans un grand panier, surveiller qu'il y a bien tous les téléphones, rendre des téléphones à la sortie des cours. Enfin, tout ça demande. Alors, l'idée est excellente, hein. Elle est même indispensable. Jacques vient de le dire, Alexandre aussi. Mais tout le monde sait bien que on manque d'enseignants, on manque de soutien scolaire dans l'éducation, et donc la décision est bonne. Reste à mettre les moyens nécessaires pour qu'elle soit appliquée. Et on démarre, vous l'avez vu, par 200 collèges. Hein. Thomas et l'exoseur. Pardon, pourquoi j'appelle l'accent? Voilà, Thomas, c'est ça. Quand j'étais plus jeune, commençait à arriver l'installation de tablettes ou d'ordinateurs dans les collèges, et aussi la mise en place de casiers un peu à l'américaine dans les collèges. Il existe aujourd'hui des structures métalliques où chaque élève peut venir, je pense, déposer son téléphone, le fermer à clé, se dire que dans toute la durée de sa journée, il n'a pas le droit de le toucher et d'en faire l'usage. Ça va donner aussi un peu de concentration dans les salles de cours. Ça, c'est pas tous les collèges. Dans tous les collèges, on a mis des casiers pour les ordinateurs, pour les tablettes, pour les sacs à dos, pour les livres. Ces mêmes casiers peuvent servir pour les téléphones. On a tout à gagner, à encourager cette interdiction du port et de l'utilisation, parce qu'on voit bien que ça enferme les enfants dans des bulles, avec tous les contenus aussi que l'on déplore malheureusement sur les réseaux sociaux. Et au lieu d'être dans la cour de récré à jouer, à échanger, à discuter avec son collègue, on est rivé sur l'écran. Moi j'ai 2 jeunes enfants, ils ont 2 et 4 ans, c'est déjà une guerre de chaque instant. Chez moi, j'ai supprimé la télévision. À la maison, et je fais en sorte qu'ils touchent pas mon iPhone. Mais c'est déjà très difficile parce que que je passe ma journée avec. Oui, c'est vrai. Il y a la valeur d'exemple aussi de la part des parents, et c'est pas toujours simple. En tout cas, vous êtes d'accord sur le fond. Alors, Jean-Luc Benamias, je vous entends. C'est plus sur la question des moyens. Et est-ce que finalement le personnel dans les collèges a le temps de s'en occuper? Ça, c'est une question. Jean-Luc Benamias, on en vient à votre coup de gueule. C'est lié à cette annonce sur les téléphones portables, en partie, puisque vous voulez passer un coup de gueule concernant cette conférence de presse hier. De la part d'une ministre démissionnaire. Ces conférences de presse, ils font des conférences. S'aperçoivent-ils ou s'aperçoivent-elles que de quoi elle parle de quoi? Ils gouvernent quoi? Ils ont la gestion de quoi? Tout le monde sait dans l'opinion publique et même dans le monde politique aujourd'hui qu'il y a absence de pouvoir réel des différents ministres. On est dans de la fiction, ne pas s'apercevoir quand on est ces personnes qui ont été effectivement ministres. Enfin, certains ne sont même plus, je vais citer aucun nom, mais ne sont même plus députés, c'est-à-dire ils ont perdu leur poste. Est-ce qu'ils s'aperçoivent de l'irréalité dans laquelle nous nous trouvons? L'irréalité de pouvoir, de gestion du pouvoir, d'écoute de la parole qu'ils peuvent avoir. Voilà, nous sommes dans un monde aujourd'hui, par rapport à ces personnes irréelles. Enfin, regardez, madame, j'ai rien contre madame Belloubet, allez, je vais le dire, c'est loin d'être la pire des ministres qu'on a pu connaître. Mais enfin, elle savait plus où elle était à la fin de sa conférence de presse. Et je me mets à la place. Et puis elle a mis des tacles à Gabriel Attal, assez surprenant aussi. Hein. Des centaines de recteurs et d'administrateurs qui étaient là.
Mais ils sont là, ils ne sont pas dupes une seule seconde. Ils ne peuvent pas l'être. Ce sont des gens intelligents qui ont une partie du pouvoir, eux, entre les mains et qui vont devoir gérer. Ils écoutent des gens dont ils savent que la parole n'a plus aucune espèce d'importance. Avant de faire réagir Thomas Elexhauser, juste Jacques Muir, on est dans un monde parallèle là ou quoi? Non. On est dans un monde, je dirais, de l'irresponsabilité. Et pour reprendre le mot de Luc, j'ai entendu à juste titre que c'était pas une conférence de rentrée, mais une conférence de sortie, n'est-ce pas? Et donc, c'est vrai que c'est irréaliste et utopique, surtout qu'un certain nombre je dirais, de commentateurs, à juste titre, mais elle demande ça, mais qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était ministre? Hein, c'est aussi simple que ça. On a l'impression qu'elle était un peu libérée, c'était avant c'était Gabriel Attal qui donnait le ton, quoi, clairement, sur l'éducation. C'était pas elle. Quand on est ministre, comme disait Chevènement, on assume ou on ferme sa gueule. Donc là, qu'elle l'ouvre alors qu'elle est plus rien, ça a un côté mesquin et un côté, je dirais, je n'ai pas fait ça, mais je m'en fous parce qu'aujourd'hui je vous le dis. Donc c'est franchement, elle est cataloguée dans les irresponsables. Thomas Elexhauser, vous vouliez réagir aussi à ce sujet? Je suis pas spécialement d'accord avec les tontons flingueurs de Sud Radio. Parce que... Allez, ça commence. Aujourd'hui, Thomas. Allez-y. Malgré tout, on a des ministres qui, pour moi, sont toujours en place. Le ministre des Armées, le ministre de l'Intérieur, pour parler des Jeux Olympiques, le ministre des Transports, la ministre des Sports. Ces gens-là sont aux affaires, ils sont aux manettes. Et tant qu'ils ne sont pas remplacés sous le perron ou le porche de leur ministère, pour moi, ils sont toujours en place. Oui, alors, mais il y a manière et manière. Il y a manière et manière. Peut-être que la Constitution est mal faite et qu'on devrait donner une durée dans le temps pour que le président nomme un Premier ministre. Ouais, peut-être qu'on attend trop, là. Rien n'empêche le président de prendre son temps, rien n'empêche le président de consulter, et j'appelle de mes vœux, et je l'ai fait à l'antenne, à une grande réforme constitutionnelle, et toutes les forces de droite et de gauche doivent s'unir pour cela. Peut-être faut-il mettre un cadre dans ces dissolutions, mais aujourd'hui, si Macron veut attendre la fin des Paralympiques pour nommer un Premier ministre, il a le droit. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, parce que ça fait beaucoup réagir. D'ailleurs sur les réseaux sociaux. Juste, on va laisser passer une courte page de pub et puis on se retrouve dans un instant, notamment pour parler à Jacques Muir de vos coups de cœur et coups de gueule, parce que voilà, il y a un coup de cœur, puis il y a aussi un coup de gueule. Les deux en un. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été avec nos débatteurs du jour qui se définissent eux-mêmes comme les tontons flagueurs de Sud Radio. On a le plaisir d'être avec nous ce matin. On a le plaisir d'être avec eux ce matin, puis d'être avec vous. Notre Thomas Elexhauser. Lapsus. Ils ne sont pas tous contre Thomas Flangueur. Parce qu'il y a un sentiment de centrisme avec notre ami Thomas. Jacques Muir, que vous venez d'entendre, et Jean-Luc Benamias sont présents. Alors, on parlait à l'instant de cette situation un peu ubuesque avec des ministres démissionnaires qui font des conférences de presse, qui poursuivent ces conférences de presse comme si de rien n'était. Tenez réaction sur le Facebook de Sud Radio de Bernard. Oui, mais normalement, ils n'ont aucune décision possible à prendre vu qu'ils sont démissionnaires. Bah oui, sauf que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans une zone grise puisque, bah voilà, les jours passent et on n'a toujours pas de nouveau Premier ministre, sauf que en attendant, les ministres démissionnaires, ils sont obligés de continuer d'agir, de prendre des décisions. C'est leur administration qui continue. Jacques Muir, oui. Jean-Luc Benamias, effectivement, c'est l'administration qui, au final, prend les décisions, sauf que on a une Nicole Belloubet qui nous fait hier sur l'éducation une conférence de sortie avec un quasi-programme de ce qu'elle aurait pu faire, en tout cas, sur ce mandat. Jacques Muir, on passe à vos coups de cœur, coups de gueule. On commence, Jacques, par votre coup de gueule. Le coup de gueule, c'est la commedia dell'arte dont on vient d'évoquer, à savoir qu'on est dans une crise de régime et qu'on a un président de la République qui y met beaucoup d'entrain
pour accélérer le processus. J'ai ce matin entendu le commentaire de l'ancien président de la République François Hollande en disant que Macron a fait une faute constitutionnelle car prima facie, il aurait dû nommer quelqu'un, je dirais, du groupe majoritaire. Une faute institutionnelle, oui, effectivement. Oui, une faute constitutionnelle. Il aurait dû nommer la personne, le groupe qui est le plus grand, qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée. Et puis, bien sûr, ça se serait terminé par une censure. Mais au moins, je dirais que la procédure eût été respectée. Et donc, moi qui suis, je dirais, un LR légèrement musclé, je trouve que là, on aurait respecté le processus. Oui. Voilà. Et donc, c'est clair que de ce côté-là, il y a, à mon avis, des règles qu'il ne faut pas bafouer. Et je crois que le président de la République a effectivement fait une faute. Mais de toute façon, avec lui, c'est pas la première et ce sera peut-être pas la dernière, jusqu'il soit forcé de démissionner. Car aujourd'hui, on voit très bien qu'on est dans une crise de régime et qu'il n'y a pas de solution dans l'état actuel des choses et qu'il faudra faire un appel au peuple avec je dirais l'élection qui est, je dirais, la clé de voûte de nos institutions, à savoir la présidence de la République. Mais je voudrais pas en terminer que sur ce point. Je voudrais parler, bien sûr, de ce qui se passe dans notre pays, avec vraiment du fond du cœur, un coup de cœur à tous les handicapés avec cette superbe, je dirais, manifestation para-olympique. Alors j'ai appris effectivement, puisque la flamme est venue d'Angleterre, que pour une fois les Anglais avaient une bonne idée. C'est rare avec nos amis anglais. Ils ont plutôt de la tradition à nous foutre un peu, je dirais, la zizanie un peu partout. Mais là, je reconnais que d'avoir pris l'initiative de créer une manifestation paralympique après les Jeux Olympiques est une excellente idée. Donc pour une fois, on va dire vive l'entente cordiale. Voilà, petite réaction juste Jean-Luc Benamias et Thomas Elexhauser. Jean-Luc Benamias. Très content. Bon, j'ai pas très bien compris la rupture temporelle et temporaire entre les Jeux Olympiques des valides et des paralympiques. Bon, alors, certains nous disent que c'est une façon de mettre davantage en lumière aussi ces athlètes. Bon, allez, mais espérons. On peut l'espérer et ça risque d'être le cas. Que ce soit au moins aussi réussi que la façon dont les Jeux Olympiques des valides se sont passés. Voilà. C'est dommage d'avoir eu cette rupture, je reviens pas dessus. Je pense que ce soir, la cérémonie d'inauguration, c'est pas mal non plus de passer sur les Champs-Élysées, tout ça, je pense que c'est plus qu'honorable. Je vais vous le dire, moi quand j'étais à l'école et au lycée, il n'y avait pas les portables, mais j'étais un grand lecteur de l'Équipe, donc et c'était pas facile de lire l'Équipe au lycée. C'était, rappelez-vous, c'était quand même c'était un grand journal. Ouais, c'était grand format, donc, oui, tout à fait. Ça a changé depuis. Je suis au fond de la classe. Donc passons. J'ai pas été surpris de la réussite et je m'en félicite complètement parce que dans cette période, on vient d'en parler, on va continuer à en parler, avoir un peu de monde du possible, de réjouissance et de gens contents ou très contents, c'est pas mal. J'espère que ça va être le cas avec les Paralympiques, mais je pense que ça va être le cas. Thomas Elexhauser. Même si malheureusement, il y a eu erreur sur le prix des places. Et on l'avait vu pour les Jeux Olympiques des valides, et c'est valable aussi pour les Jeux Olympiques des Paralympiques. Bon, je le rappelle, parce que tout le monde le dit, il y a plein de places encore disponibles. Il y avait plus de 2 millions de billets vendus, mais effectivement, il reste encore pratiquement 500 000 billets. Donc, voilà, allez-y, si vous voulez participer à cette fête. Thomas Elexhauser, fête, réjouissance, bienvenue dans ce contexte, ces Jeux Paralympiques. Oui, j'espère surtout que l'engouement des Français sera identique. On a eu des passionnés de télévision, de compétition, on a eu un public fervent, nombreux, et j'espère que les Français vont autant se passionner, s'intéresser aux épreuves paralympiques que Jeux olympiques, malgré la rentrée des classes et la rentrée politique. D'où un peu un agacement de voir aussi que toute cette période politique s'insère dans l'agenda des Jeux paralympiques. J'espère qu'on ne va pas leur voler la vedette. En tout cas, j'espère que non.
Avec un appel à la mobilisation de la part des Insoumis le 7 septembre, la veille de la cérémonie de clôture de ces Jeux paralympiques. Ça fait forcément réfléchir. D'ailleurs, on va y revenir sur la politique, si vous le voulez bien, dans quelques instants, juste après les informations. Jacques Millard, Jean-Luc Benamias, et puis à l'instant, on vous entendait Thomas et Lexoser, avec ces deux questions qu'on va se poser. Emmanuel Macron a-t-il compris qu'il avait perdu les élections? Et puis, autre question sur cet appel justement à se mobiliser le 7 septembre prochain. Est-ce que c'est inconscient de la part des Insoumis? Vous réagissez d'ores et déjà, avant qu'on ne débatte dans un instant, sur le 0826 300 300 et puis sur nos réseaux sociaux, notamment, je vous lis sur le Facebook de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bon. Les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été sur Sud Radio continuent avec vous, bien évidemment, sur nos réseaux sociaux, le compte Facebook de Sud Radio. Je suis vos commentaires, justement. Voilà, vous réagissez, on lira ces commentaires tout au long de cette fin de matinée. Et puis, si vous le souhaitez, appelez-nous au 0826 300 300. Nos débatteurs du jour, ils sont fringants, ils sont toujours là avec nous. Jacques Millard, maire de Maisons-Laffitte, auteur de Bye Bye Démocratie, c'est aux éditions Lafon Presse. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CESE. Et puis Thomas Lexoser, secrétaire général du Nouveau Centre, conseiller départemental de l'Eure. Parlons de la politique. C'est toujours le grand flou autour de la nomination du futur Premier ministre. Emmanuel Macron a écarté, on le sait, la piste du nouveau Front populaire. Il poursuit ses consultations. Aujourd'hui, il reçoit les représentants de la droite républicaine. Le RN et son allié Éric Ciotti ne seront pas reçus. Question, messieurs, Emmanuel Macron a-t-il compris qu'il avait perdu les élections? Jean-Luc Benamias. Je ne sais plus quoi dire par rapport à ce que fait ce président de la République par rapport à... Est-ce qu'il a une notion du temps, une notion de la République, une notion réelle de savoir quelles sont encore les possibilités qu'il a? Je le dis régulièrement sur cette antenne, le fait d'avoir dissous l'Assemblée début juillet sur un coup de tête, de ne pas avoir, je le répète, et que je trouve incroyable d'ailleurs que ce ne soit pas générique ce que je vais dire, c'est-à-dire il n'y a pas dans cette Assemblée nationale de majorité possible, qui puisse durer plus de 3 semaines, plus d'1 mois. Certes, le nouveau Front populaire est arrivé en tête, on est d'accord. Allez, on va dire, grosso modo, 200 députés. Il en faut 290 ou 289 pour être majoritaire. Il n'y a aucune autre majorité alternative dans cette Assemblée. Alors, certes, sur thématique par thématique, ce qu'on va appeler les possibilités d'un gouvernement technique, il pourrait y avoir quelques jours, allez, je vais être gentil, quelques semaines, quelques capacités, mais ça ne dure pas, ça ne peut pas durer, c'est impossible. Il suffit de faire des calculs, ce sont des calculs assez simples, ce sont des additions et des soustractions. Donc voilà, nous sommes dans une crise de régime absolue. Combien de temps? Alors, tout à l'heure, Jacques l'a dit, clairement, cette crise de régime ne peut pas durer ad vitam aeternam. On ne peut pas attendre 1 an, ça n'est pas possible. Or, on est obligé d'attendre 1 an pour refaire des élections législatives, et on a donc un système qui est, de mon point de vue, totalement bloqué. Ça ne peut pas durer comme ça très longtemps. On ne peut pas vivre dans une fiction. Nous ne sommes pas un pays européen comme les autres. Ce serait le cas, ce serait possible. Nous ne sommes pas la Belgique. Nous ne sommes pas l'Allemagne. Nous ne sommes pas la Suisse. Pour donner des exemples de fédération ou de confédération possible. Voilà. Donc je ne sais pas combien de temps cela peut durer. En tous les cas, je ne vois pas d'autre solution à un moment donné que de dire à monsieur Macron, à un moment donné, soyez sérieux. Soit vous arrivez à nommer un gouvernement technique, ce sera pas simple, soit vous devez partir. Il y a une solution quand même, on sent que c'est ce que veut faire Emmanuel Macron, très clairement aujourd'hui, c'est une sorte de majorité du centre. Mais ça n'existe qui pas, pourrait ça. aller, qui pourrait aller en tout cas, j'ai l'impression que c'est son objectif, voilà, qui pourrait aller des DLR aux socialistes, écologistes, alors il appelle même le Parti communiste effectivement à soutenir un gouvernement. Je connais assez bien mes amis écologistes, parce que j'étais cofondateur des Verts. Oui. Je veux dire, je trouve que dans la période de Marine Tondelier... Personne n'est parfait.
Mais je serai Jacques. C'est tonton flagueur, Jacques. Mais je fais des efforts. Bon, passons. Clairement, mais oui. Il n'y a pas au Parti socialiste de possibilité de changement de majorité par rapport au nouveau Front populaire. Il n'y a pas chez les Verts de majorité, de changement de majorité par rapport au nouveau Front populaire. Il n'y a pas au Parti communiste de changement de majorité par rapport au nouveau Front populaire. Il peut y avoir quelques dissidents et dissidentes, il y a quelques noms qui circulent. Ils sont minoritaires et surtout, je finis, tout ça ne donne pas pour autant une majorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on peut atteindre 250 députés, 255, mais on n'atteint pas 289. On n'a toujours pas de majorité. Donc tous ces montages hybrides sont des montages, de mon point de vue, inexistants. Jacques Miard, Emmanuel Macron qui refuse pour cette seconde ou deuxième, on verra s'il y en a d'autres, consultation. RN et Ciotti pas reçus, et puis les Insoumis non plus. Est-ce que il y a une forme de déni de démocratie? C'est ce que reproche la gauche à Emmanuel Macron. En tout cas, on a l'impression que tout tourne encore aujourd'hui, malgré ce vote sanction, autour de lui, autour du parti, du camp présidentiel, Jacques Miard. Bah écoutez, il est clair que le président de la République est obsédé par, je dirais, la solution du centre. Or, la solution du centre dans l'actuelle majorité, dans l'actuelle Assemblée nationale, est impossible. Elle est minoritaire et elle ne fera que renforcer les deux camps adverses, n'est-ce pas, un à droite, l'autre à gauche. Donc c'est aussi simple que ça. Et Luc a parfaitement raison pour dire que la seule solution, c'est de sortir par le haut et à un moment ou à un autre, provoquer une élection présidentielle qui remettra les pendules à l'heure. Ce qui ne résoudra pas tout, parce que derrière... Non mais, mon cher... Terminez Jacques Miard, et puis Thomas Elexhauser pour répondre à cela. Le problème, c'est qu'il faut sortir du centrisme mou. C'est terminé, cette époque-là. Et toi, tu en es sorti avec Éric Ciotti, ça c'est sûr. Le centrisme mou a permis justement à la 4e d'amener la crise de régime qui s'est terminée par la 5e République. Bon, donc il est évident aujourd'hui qu'il faut sortir par le haut. Et le sortir par le haut, c'est que monsieur Macron-Jupiter en tire les conséquences. Il a échoué de A à Z. Et donc, il faut maintenant sortir par le haut et lui dire, eh bien, on fait des élections et tu te retires. Parce que tôt ou tard, on aura des problèmes majeurs, on aura des problèmes où ça risque d'empirer dans la rue et c'est pas la solution. On y reviendra, justement, la mobilisation dans la rue, on y reviendra dans quelques minutes. D'abord, réponse, Thomas Elexhauser. Démission d'Emmanuel Macron, selon vous, ce n'est pas une solution possible, en tout cas souhaitable. Non mais déjà, je voudrais dire à tonton Benamias qu'il a été centriste tout comme moi, puisqu'il a été un membre actif du MoDem. J'ai confondu le MoDem, oui, pour une raison bien simple. Je l'explique rapidement. Je pensais à l'époque, c'est-à-dire 2007, que nous avions besoin, comme en Italie, d'un nouveau parti démocrate. J'avais sans doute raison quelque part. Là où j'avais tort, c'est qu'on l'a vu en Italie, ça n'a pas marché. Et je pense qu'en France, ça n'a pas marché non plus. Ça marche nulle part. Thomas deuxième réponse à tonton Miard. Une démission du chef de l'État avec une nouvelle élection présidentielle ne résoudrait rien, puisque ce n'est pas ça qui va permettre de trouver à l'Assemblée des consensus, puisque l'Assemblée va rester telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça serait peut-être, Thomas, une forme de déni démocratique aussi, de dire que voilà, on respecte pas le choix, le vote des électeurs français aussi sur ces élections législatives anticipées, je sais pas. Ouais. Thomas Elexhauser. Le conglomérat, c'est un conglomérat, le nouveau Front populaire. Ça n'est pas un parti politique, ça n'est pas un groupe unique à l'Assemblée nationale. Le conglomérat n'a à peine que 1/3 de l'Assemblée. Le problème vient des forces républicaines et démocratiques de gauche, dont j'estime que Jean-Luc en fait partie. Ces forces républicaines et démocratiques de gauche doivent se désolidariser de LFI, qui est un groupe parlementaire et politique néfaste à la démocratie et à la République française. Et si seulement le Parti socialiste prenait ses responsabilités et disait on est prêt à travailler à... Il est très divisé, le Parti socialiste. On pourrait avancer. Ouais.
Jean-Luc Benamias, réaction à cela et aussi sur cette question, la démission d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est la seule solution aujourd'hui pour sortir de cette crise politique ? On est dans un drôle de monde quand même de penser qu'un homme qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 22% à des élections présidentielles, devient l'ennemi prioritaire de la France, devient avec son parti totalement extrémiste. Enfin, quand on regarde, je suis pas toujours d'accord avec Jean-Luc Mélenchon et c'est pas difficile à dire, mais enfin quand même, ne pas accepter que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, l'électorat qui existe encore, car il pèse toujours aujourd'hui, ils l'ont fait aux européennes au moins 10%, et je pense qu'il pèse entre 13 et 14% au niveau national aujourd'hui. Comment les laisser de côté ? C'est comme si on disait, globalement, à tous ceux qui votent extrême droite et RN, il se met un petit peu pas partie de la démocratie française. Est-ce qu'il se met pas aussi un petit peu hors jeu de lui-même, quoi ? Mais non, il se met pas hors jeu lui-même. C'est qu'une partie de la classe politique ou de la classe journalistique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est une analyse qui ne va pas. Quand vous regardez au niveau international, la façon dont les démocraties européennes notamment regardent la situation française, ils disent mais attendez, mais on voit bien qu'il existerait normalement des capacités de voir, mais on ne peut pas mettre de côté les 15% à 20% de gens qui votent pour la France insoumise. Mettons de côté les abrutis, les irréels qui existent dans cette formation. Ils sont pas si nombreux que ça. Mais c'est je dirais la même chose d'ailleurs par rapport à l'extrême droite et à une grande partie du RN. Mais enfin, on ne peut pas mettre de côté l'ensemble, une partie essentielle de la population française. C'est impossible. C'est quoi cette espèce d'hystérie généralisée sur... Maintenant, l'ennemi public numéro 1 s'appelle la LFI. Et l'ennemi public numéro 1, c'est aussi le RN d'une certaine manière. Jacques Miard, on exclut aussi des discussions aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il y a quand même un intérêt peut-être au RN de le faire, mais en tout cas, on n'a pas dans ces consultations le RN et ses alliés qui quand même ont remporté un certain nombre de sièges, 142 si ma mémoire est bonne. Jacques Miard. C'est tout le problème, effectivement, et Luc a raison sur un point, je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'on ostracise tout un corps électoral qui a voté pour telle et telle manière. Et donc ça, à mon avis, quand on résume le débat, tu es un extrémiste, tu es d'extrême droite, tu es d'extrême gauche, etc., on fait pas avancer le schmilblick. Et c'est la raison pour laquelle une élection présidentielle qui serait fondée sur un certain nombre de thèmes forts, tels que, bien sûr, la République, le fait que être français, ça a une signification, que la démocratie doit être fondée sur le socle national, eh bien, je pense qu'on peut obtenir quelque chose, une adhésion des Français à un projet politique. C'est ce qui manque le plus. Et c'est là où il faut sortir de ces anathèmes permanents où on renvoie dos à dos un extrême à l'autre. Non, il n'y a pas d'extrémistes, je dirais, tel qu'on en a connu dans le passé, avant-guerre. Je suis absolument pas d'accord avec cette analyse. Donc il faut créer et c'est à travers l'élection présidentielle, présenter aux Français un projet cohérent et un projet, je dirais, d'un socle démocratique national. C'est facile à dire, après à faire, c'est une autre paire de manches. C'est autre chose. Jacques Miard, vous restez avec nous. Thomas Lexhauser aussi pour agir dans un instant. Je vois que vous souhaitez le faire. Je vous donne la parole juste après ça. Jean-Luc Benamias également est avec nous. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. La suite des débats de l'été, Jacques Miard, Jean-Luc Benamias et Thomas Lexhauser sont avec nous. On va continuer de parler de politique dans un tout petit instant, mais d'abord, réaction très forte. On y reviendra juste après la pause de 11h30. Hommage poignant en ce moment même au gendarme du côté des Alpes-Maritimes, vous le savez, qui a été tué lors d'un refus d'obtempérer. Les propos de sa veuve qui a pris la parole il y a quelques instants: la France a tué mon mari par son laxisme. Pourquoi ce multirécidiviste était-il en liberté? Elle poursuit, elle le dit plusieurs fois, 1981 n'aurait jamais dû exister. Allusion
on l'imagine, à l'abolition de la peine de mort. Ça fait déjà beaucoup réagir. Messieurs, on y reviendra encore une fois dans quelques minutes, puisque il est important de décortiquer, de comprendre ce qu'elle peut dire ici et de voir ce qu'on peut faire éventuellement après ce qui s'est passé, après ce nouveau refus d'obtempérer mortel. D'abord, pour vous laisser digérer tout ça, pour pouvoir réfléchir à ces mots qui sont très forts, Jacques Miard, Jean-Luc Benamias, Thomas Lexhauser, poursuivons et concluons sur la politique. La gauche qui ne décolère pas après la décision d'Emmanuel Macron de les écarter du gouvernement. Les Insoumis qui appellent à une grande mobilisation le 7 septembre. J'aimerais qu'on y revienne pour dénoncer, je cite, le coup de force d'Emmanuel Macron. Cet appel est-il responsable? Est-il inconscient? Thomas Lexhauser, pour commencer. Merci. Juste un mot pour répondre à Jacques sur le fait qu'une démission du chef de l'État ne peut pas engager une dissolution de l'Assemblée avant l'été 2025. Et je ne vois pas en quoi c'est la solution si on doit garder la même Assemblée jusqu'à l'été 2025. C'est la première chose. La deuxième chose, ce n'est pas par la rue que s'obtient le pouvoir. Le pouvoir s'obtient par les urnes. Et ce n'est pas avec un tiers de l'Assemblée. 577 divisé par 3, ça fait 190, c'est-à-dire un tiers. Et ce n'est pas avec un tiers qu'on gouverne un pays. Voilà, mathématiquement, ça ne tient pas la route. Et donc, appeler à une manifestation où on essaye d'enrôler les syndicats étudiants, etc., pour moi, ça n'est pas la solution. C'était eux qui avaient appelé à cette mobilisation en premier sur les syndicats étudiants, également de lycéens. Jean-Luc Benamias, je vous voyais tiquer après lors de ces propos de Thomas. On peut tout inventer dans la période. Cette déclaration de manifestation est issue, j'ai regardé, deux syndicats étudiants, un syndicat lycéen, un syndicat étudiant. Il y en a beaucoup d'autres. La France Insoumise, qui chope à peu près tout ce qui passe, c'est un peu leur rôle sans doute, a dû dire immédiatement on soutient. Mais enfin, ce qui est important dans ce qui va se passer en septembre, parce que ça va se passer, c'est pas l'appel à cette manifestation-là, c'est quand l'ensemble des formations syndicales, je me dis bien des formations syndicales, d'un certain nombre de formations associatives, sans doute soutenues par les organisations politiques, membres du nouveau Front populaire, appelleront à manifester. Enfin, c'est tout à fait... Il y a beaucoup de légitimité là-dedans. Les risques d'affrontement sont extrêmement faibles. Voilà, il est normal, après tout ce qu'on vient de vivre, qu'il y ait des protestations populaires. Et je le redis, je pense qu'elles se passeront en grande partie dans le plus grand calme. Voilà, encore une fois, faire cette fixation à chaque fois. Alors je sais que la France Insoumise fait beaucoup d'efforts par rapport à ça, c'est vrai, c'est pas faux. Mais cette fixation complète, ça ne sert à rien, parce que d'ailleurs, M. Bompard l'a dit très vite, il a dit oui, il y a le 7 septembre, on a soutenu assez rapidement l'appel de ces deux syndicats étudiants et lycéens, mais globalement, je le répète, les forces professionnelles, syndicales, associatives, sont telles qu'à un moment donné, notamment par rapport à la loi retraite et par rapport au retrait, la demande de retrait par 90% de la population française de la loi retraite, c'est quand même le sujet essentiel avec la pauvreté. En tout cas, il ne nous a pas habitué, Emmanuel Macron, à écouter la rue jusqu'à présent. Jacques Miard, réaction. Oui, non, mais je voudrais m'adresser à nouveau à Thomas. Il est exact que pour redissoudre l'Assemblée nationale, il faudra attendre un an. On est d'accord. Mais tout est une question de calendrier. Je ne dis pas que c'est maintenant qu'il doit dissoudre, mais vous verrez qu'il sera obligé de partir compte tenu du blocage qui va se produire. Et donc, donc à mon avis, ça se passera vraisemblablement en 2025 et dans la foulée, il y aura une nouvelle dissolution et on repartira sur des bases normales et je dirais institutionnellement gouvernables. Parce que il est évident que en voulant appeler, je dirais, à ce qui est les fameux compromis à la mode de l'Allemagne, à la mode des Belges, ça ne fonctionnera pas. On oublie qu'il y a une crise en Allemagne. On oublie que la Belgique est restée très longtemps sans gouvernement et qu'on a eu l'administration qui a gouverné, mais en réalité, il n'y a plus d'unité nationale de la Belgique, on le sait.
c'est devenu, il y a deux communautés qui se font face. Il y a les Flamands d'un côté et les Wallons de l'autre. Donc, et puis il y a Bruxelles avec un pouvoir fédéral, avec un pouvoir fédéral bien plus important que chez nous. C'est ce qui permettait à la Belgique, notamment, mais c'est valable en Suisse aussi, d'avoir une gestion continue sans qu'il y ait de crise de régime. Voilà, mais on sait très bien que chacune des deux communautés est maîtresse chez elle en dehors de quelques items qui sont maintenus au niveau fédéral. Donc on n'en est pas là. Nous sommes une unité nationale, nous sommes un peuple, une nation forte avec un modus institutionnel qui peut fonctionner à la condition qu'il y ait un projet national démocratique fort. Et vous l'avez répété, effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Thomas et Lexoser, pour poursuivre peut-être, pour reprendre sur cette vaste mobilisation. Alors, vaste, on verra. En tout cas, c'est effectivement, en tout cas, ce sont les mots. Voilà, c'est l'objectif poursuivi notamment par les Insoumis. Je précise que pour le moment, le Parti socialiste n'appelle pas à manifester. Juste, est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce que Emmanuel Macron peut entendre ou pas cet appel de la rue? Je précise aussi qu'on sera à la veille, on en parlait tout à l'heure des Jeux paralympiques, à la veille de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. On assiste depuis des semaines à des communications tout azimut qui n'ont plus aucun sens. Le nouveau Front populaire s'est fait élire avec la promesse du SMIC à 1 600 € pour qu'après qu'on dise que ça ne se ferait pas avant une loi de financement une loi de finances, pour qu'après on dise que ce soit progressif et que finalement on puisse dire, certains disent que ça ne se ferait pas. Ensuite, on nous promet la destitution du chef de l'État, dont on sait très bien qu'elle ne peut pas et elle ne pourra en aucun cas dans l'Assemblée, le Parlement actuel, être votée. Donc tout ça n'est que communication. On nous a sorti du chapeau Lucie Casté après avoir eu 2 noms de personnes qui ont dit non, on ne veut pas y aller. Tout ça n'est que communication, ça n'est que poudre aux yeux. C'est du cinéma, c'est du show, c'est du baratin. Et je regrette que mon ami Tonton Benamias, qui est un démocrate, qui est un républicain, en vienne à défendre cette union, qui est une union malsaine. Mais justement, vous interpellez Jean-Luc Benamias pour conclure. Non, mais je pense que nous sommes heureusement encore dans le cadre démocratique et je pense que les formations politiques membres du nouveau Front populaire sont des formations républicaines et démocratiques. Je ne parle pas d'individus qui peuvent parfois être spécialement agaçants, et le mot est faible, mais le global de tout cela, c'est que nous sommes bien avec une formation. Sinon, 30% des Français n'auraient pas voté pour eux. Je sais que ça n'est que 30%, mais à côté, personne n'a fait 30%, sauf le RN. Jean-Luc Benamias, Thomas Lexoser, Jacques Miard, vous restez avec nous dans un instant. On revient sur cet hommage en cours dans les Alpes-Maritimes. Hommage au gendarme, vous savez, qui a été tué lors d'un refus d'obtempérer. Sa veuve a pris la parole il y a quelques instants, des propos très forts. On va tout vous dire, on va vous raconter exactement ce qu'elle a dit. J'imagine que ça va vous faire, vous aussi, réagir. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été sur Sud Radio. Je vous représente les débatteurs du jour, ceux qui sont avec nous, qui sont avec vous pour débattre de l'actualité, toute l'actualité. Jacques Miard, maire de Maison Lafitte, auteur de Bye Bye Démocratie aux éditions Lafon Presse. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CESE. Et puis Thomas Lexoser, qui est secrétaire général du nouveau centre, conseiller départemental de l'Eure. Je vous le disais il y a quelques instants, hommage en cours dans les Alpes-Maritimes, hommage en cours au gendarme qui a été tué lors d'un refus d'obtempérer. On y est largement revenu depuis hier sur ce drame. Hommage en cours, Jules Boscarini, vous nous avez rejoint. La veuve de ce gendarme, c'est à Mandelieu-la-Napoule, cet hommage, a pris la parole, des propos forcément
très très dur. On entend la détresse de cette femme, forcément. Oui, tout à fait, Benjamin. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Ce sont les mots d'Harmonie, la femme du gendarme décédé hier, l'adjudant Éric Comines, après un refus d'obtempérer. Elle s'exprime actuellement en marge de l'hommage rendu à son mari à Mandelieu. Et la veuve du gendarme met également en cause la justice française, qu'elle appelle à une prise de conscience. Comment ? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté ? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux ? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir ? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis ? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite. Et j'en passe. Pour rappel, l'homme de 39 ans arrêté hier a été contrôlé positif à l'alcool. Il compte pas moins de 10 condamnations sur son casier judiciaire, principalement pour des atteintes aux personnes et des infractions à la circulation routière. Et il avait 9 points sur 12 à son permis de conduire. J'ajoute mon cher Jules, que à plusieurs reprises dans cet hommage de la veuve du gendarme qui a été tué, à plusieurs reprises cette femme, le dit, l'abolition de la peine de mort n'aurait 1980 aurait jamais dû exister, et je parlais d'abolition de la peine de mort parce que on imagine que c'est une allusion faite à cette abolition de la peine de mort. Nous sommes avec nos débatteurs. Jean-Luc Benamias, tout d'abord, vous êtes membre de la Ligue des droits de l'homme. Comment vous réagissez à ces propos très forts et émotions, on l'a entendu, très vives, forcément? Écoutez, je peux pas. Cette dame est touchée, profondément touchée, donc elle exprime sa détresse, elle exprime un certain nombre de choses. Ça n'est même pas critiquable. J'entends ce qu'elle dit. Après, sur le fond, non, je vais pas en rajouter. C'est pas la peine parce que voilà. Je le dis, j'entends sa détresse. Voilà. Après, le reste. Je passe là-dessus parce que on doit entendre sa détresse, mais après sur le fond après de ce qu'elle raconte, tout le monde voit bien que c'est d'une complexité absolue. Voilà, mais j'entends sa détresse. Thomas Elexhauser, réaction vous l'avez entendu, hein, cette veuve et la détresse de cette veuve qui prononce des propos très très forts. On ne peut pas commenter ou réagir sur des propos qui viennent d'être tenus dans un moment de deuil et de tragédie. C'est ce que vit cette dame, cette famille, ses collègues est terrible, hein, comme toutes les familles de nos forces de l'ordre endeuillées. La seule chose que l'on peut dire, c'est regretter que ce multirécidiviste qui à plusieurs reprises a fait des refus d'obtempérer, des gros problèmes de sécurité routière, ait eu encore les moyens de conduire. Je ne sais pas si le véhicule était son véhicule personnel, mais il aurait dû être saisi au vu de la gravité des faits qui lui ont été reprochés et les peines encourues aggravées. Ce n'est pas un accident de la route. C'est la récidive de plusieurs attitudes déplorables de la part de cette personne. 10 condamnations, Jules nous le rappelait tout à l'heure, dont l'une pour délit de fuite après un refus d'obtempérer. C'est sur ça que je peux réagir, comme mon ami Benamias, je ne peux pas réagir sur ce que traverse l'épouse et sur ses propos, mais on ne peut que regretter qu'on ait laissé ce monsieur poursuivre sa criminalité sur les routes en état d'ébriété et avec une récidive violente et manifeste. Jacques Miard, elle dit quelque chose, cette femme. Elle n'est pas la seule à le dire. Elle met en cause la justice, le laxisme. C'est le mot qu'elle emploie. Jacques Miard, sur ce point, ça vous fait réagir? Oui. Alors, on va laisser de côté la question de la peine de mort parce que effectivement, c'est une autre question à débattre d'une autre manière. Même si, mon cher Luc, je constate que la peine de mort est appliquée au quotidien par les malfrats à Marseille ou ailleurs. Hein. Donc, on voit très bien que la peine de mort, comme disait Nocher, messieurs les assassins, commencez par l'abolition vous-même. Voilà. Donc, le problème reste entier. Et il y a un autre problème avec la peine de mort. On sait très bien qu'il n'y a pas de substitut et que personne ne passera sa vie entière en prison. Le seul qui l'ait fait, c'est Hess,
parce que les Russes n'ont jamais voulu le libérer à la prison de Spandau et il s'est suicidé. Mais laissons ça de côté pour l'instant. En réalité, il y a un problème avec les délits de fuite, les refus d'obtempérer. Et ça, bien sûr, certains voudraient qu'on modifie la loi qui permet effectivement aux policiers de tirer. Eh bien moi, je pense que ce serait une naïveté. Lorsque la police, qui sont revêtues de la légitimité démocratique d'un État, demande à nos concitoyens de s'arrêter, ils doivent s'arrêter. Et si jamais ils continuent, eh bien, dans beaucoup de pays, effectivement, je dirais, l'autorité légitime est en droit d'ouvrir le feu. La preuve, c'est que si ça se faisait, eh bien, je pense que ça s'arrêterait très vite. Voilà. Et donc, il faut assez de naïveté et assez de laxisme. Et cette femme a raison sur le laxisme de notre société. J'ajoute même que dans certains cas, ce sont les policiers qui se retrouvent mis en examen parce que ils ont, paraît-il, fait l'usage de la force légitime. Mais il y a des bavures, vous le savez, Jacques Miard, ça existe, mais ça aussi. Les bavures, on peut effectivement ensuite à froid. Et je pense que on devrait mettre en place une procédure d'explication et non pas de mise en examen. On met sur le même plan la victime, je dirais l'assassin et la force de police. C'est inadmissible. On devrait mettre en place une procédure ad hoc pour demander effectivement aux policiers de s'expliquer, et s'il y a eu faute, on sanctionne. Mais on ne peut pas rester dans cet état où aujourd'hui on commence à donner raison à la personne qui fuit et qui tue très souvent, et qu'on n'a pas en face, je dirais, des juges qui regardent la réalité telle qu'elle est. Continuez comme ça, je peux vous dire, ça se terminera mal. Thomas et l'ex-Other, avant de redonner la parole à Jean-Luc Benamias. La responsabilité individuelle de ces chauffards doit être beaucoup plus encadrée et augmentée. Je précise, hein, jusqu'à 2 ans de prison pour un refus d'obtempérer, 15 000 € d'amende. Voilà, c'est important aussi de préciser les choses. Thomas, allez-y, oui. Pour moi, je ne sais pas si ce véhicule était véhicule personnel du mis en cause. Mais si c'est le cas, pourquoi n'a-t-il pas été saisi? Je prends l'exemple aussi des rodéos urbains qui, on le sait, ont tué des personnes innocentes, des personnes spectatrices. Il faut saisir, détruire ces véhicules. Si ces véhicules sont volés, s'ils ont été empruntés, c'est la personne mise en cause qui doit rembourser le véhicule qui a été détruit. Il y a un moment donné, il faut beaucoup plus de sévérité. Ce monsieur n'était pas un cas isolé, ce n'était pas un accident. C'est un récidiviste, un criminel de la route qui a été à plusieurs reprises mis en examen et condamné avec un casier judiciaire. Jean-Luc Benamias, sur cette question-là, faut-il plus de sévérité? Est-ce qu'il faut alourdir les peines? Mieux les appliquer? Davantage les appliquer? Si je vous répondais oui, c'est que les choses seraient extrêmement simples. On se demanderait même d'ailleurs pourquoi c'est pas fait. Donc pourquoi je ne peux pas répondre oui? C'est que chacun voit bien derrière tout ça que la façon d'organiser la sécurité publique dans notre pays, qui a beaucoup changé depuis notamment Nicolas Sarkozy, je dis souvent, et ça ne réglerait pas tout car ça n'est pas simple, nous avons besoin de forces de police de proximité, proches et reconnus par nos concitoyens. Quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Mais clairement, il y en a un besoin absolument certain. Il y a trop d'endroits dans notre pays, trop d'endroits où il n'y a plus de forces de police présentes à plein temps. Ça demande évidemment la mise en place de moyens, ça demande évidemment la formation de policiers et de policières de proximité. Mais alors quand j'ai dit ça, j'ai pas répondu à tout parce que la situation sociale, la situation de nombre de personnes qui vivent de manière très déshéritée, très décalée, fait que dans un certain nombre d'endroits, et je pense que cette personne dont on parle, je parle pas de Madame, je parle du meurtrier. On est en plein décalage avec la réalité. Donc je répète,
on a besoin de forces de sécurité formées, présentes sur le terrain, et pas uniquement... Mais il était justement, ce gendarme, il était formé, il était expérimenté, c'est ça le souci. Pour conclure, avant de donner la parole à Jacques Miard. C'est un gendarme motorisé, on les connaît. Est-ce qu'ils ont les moyens d'agir complètement? Je n'en suis pas certain. Est-ce qu'ils sont suffisamment aidés par rapport dans leur façon d'agir? Je n'en suis pas certain. Nous avons un problème de gestion de nos forces policières. C'est une évidence. Et je le dis, c'est valable pour Jacques et pour d'autres. Je ne pense pas que ça se réglera avec des polices municipales. Je pense que les polices municipales peuvent servir d'aide réelle, mais je pense que c'est dépendant pour moi totalement de la police nationale. Jacques Miard, sur ce point, vous ne partagez pas ces propos de Jean-Luc Benamias. Expliquez-nous pourquoi. Alors Miard. Moi, je vais vous dire, sur ce que vient de dire notamment Luc sur la police municipale, il retrouvera au journal officiel, alors que le ministre de l'Intérieur était Chevènement, en lui disant la sécurité, l'utilisation de la force, ça doit être l'État, sous le contrôle, bien évidemment, de la justice d'une manière générale. Et donc, il peut le retrouver, mais malheureusement, comme l'État, pour des raisons budgétaires, s'est retiré, il a fallu, parce que nos concitoyens nous le demandent, créer des polices municipales. En l'occurrence, c'est pas elles qui sont en cause. Moi, ce que je constate, mon cher Luc et mon cher Thomas, Jean-Luc, c'est que c'est pas grave, Luc, c'est pas mal non plus. Attends, je vais au bout. Si ça vous va. Excusez-moi, Jacques Miard. Depuis 30 ans, n'est-ce pas, on a, chaque fois qu'il y a un problème, oh, les pauvres petits, ils sont pas coupables, c'est la société qui quoi, etc. On a fait, je dirais, un traitement de la délinquance sociale. On a été en permanence pour essayer de dire, ils sont pas responsables, c'est pas vrai, c'est la société qui, etc. Eh ben, il y a un moment, il faut dire tolérance zéro, et que chaque fois qu'il y a un délit, il doit y avoir une sanction. Point barre. Et c'est comme ça que, notamment à New York, la police a rétabli l'ordre parce que c'était la tolérance zéro. Eh bien, nous devons retrouver la tolérance zéro. Ça doit être bien sûr adapté, mais ça doit être ferme. Et donc, aujourd'hui, on a une démarche qui est celle de l'assistanat social au lieu de la responsabilité et de la sanction. T'es pas d'accord, mon cher Luc, mais c'est ma position et je la partage. Thomas et Lexoser, pour conclure, tolérance zéro, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a aujourd'hui trop d'impunité en France? Déjà, je voudrais passer une parenthèse, un message à la chaîne. Je pense que nous avons là un très bon format d'émission, les tontons flingueurs de Sud Radio, qu'on pourrait renouveler à la rentrée avec l'ami Benamias et Miard. Je pense qu'on tient là un bon créneau d'audimat. Première chose. Deuxième chose, nous avons une complémentarité, en tout cas des vrais débats de fond. Voilà, mais nous avons toutes les couleurs puisque Jacques est de droite dure, forte et un peu extrême désormais. L'ami Benamias s'est remis à gauche et moi je suis la voix du centre et donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont représentées ce matin avec les mousquetaires de Sud Radio. Non, nous avons un problème qui est que les peines ne sont pas exécutées dans ce pays, qu'il n'y a pas les places de prison nécessaires, que les prisons sont soit indignes, soit sont des Eldorado pour les trafiquants. Je vous rappelle quand même que les criminels qui ont tué 2 membres de l'administration pénitentiaire dans mon département sont toujours en cavale, n'ont toujours pas été arrêtés. Et que le trafiquant, nous le savons, qui a pu s'échapper ce jour-là et tuer 2 agents de l'administration, continuer à gérer son trafic et à organiser sa cavale depuis la prison. Bon. Donc, il faut de la sévérité, il faut l'application des peines, il faut des places de prison. François Hollande. Parce que là, on a des policiers, effectivement, qui nous disent, bah voilà, des refus d'obtempérer, des gens qui ont commis des refus d'obtempérer, on n'en a jamais vu en prison, quasi. Oui, mais ce monsieur en question, qui est toujours en garde à vue, il avait un casier garde à vue prolongé. Il avait 6 ou 7 condamnations à son actif et il continue à se balader alcoolisé sur les routes de France et à tuer un gendarme. Mais on est où?
On poursuit ces débats. Thomas Elexhauser, Jean-Luc Benamias, Jacques Millard. On ne peut avoir qu'une pensée très forte pour la famille de ce gendarme. On parlait de sa veuve à l'instant qui a pris la parole lors de l'hommage à ce gendarme décédé lors d'un refus d'obtempérer. Pensée très forte pour sa famille, pour ses collègues, et on ne peut qu'imaginer la douleur immense qu'ils vivent aujourd'hui. 11h49 sur Sud Radio. Dans un instant, un sujet un peu plus léger. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Allô André, c'est Patrick Roger. Prêt pour lundi ? Prêt pour lundi, Patrick, et parce que franchement, je n'ai jamais vu une actualité aussi forte. On dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Cette fois-ci, elle l'enfonce complètement avec les censures, les guerres, les élections américaines. Vraiment, on a du pain sur la planche, et quel pain et quelle planche, Patrick. Midi 14h, André Bercoff, lundi 2 septembre. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Que vous soyez chien, chat, poil. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. 11h52 sur Sud Radio. Le temps file, nos débats de l'été avec les débatteurs du jour, Jacques Millard, Jean-Luc Benamias et Thomas Elexhauser. Je voulais vous faire réagir la petite sortie Michael Youn qui a dévoilé le numéro de téléphone d'un député RN de l'Aude, Frédéric Falcon, qui a décidé de saisir le parquet, mais le temps manque. Je voudrais que vous faire réagir davantage à ce qui s'est passé du côté de l'Italie. Des communistes qui diffusent une liste noire des personnalités juives et d'organisations, je cite, d'agents sionistes. Ça vous révolte, ça vous choque. Commençons par vous, Jean-Luc Benamias. Il ne vous a pas échappé que le Parti communiste italien a disparu. C'est le nouveau Parti communiste, je crois. Alors j'ai cherché qui était ce nouveau Parti communiste. Ça n'empêche pas l'horreur de ce qu'ils font, d'accord. Mais c'est exactement personne. Nous avons affaire à un groupuscule de quelques membres. Alors je ne sais pas d'où sort cette info là. Ce matin j'ai regardé, mais alors voilà. Alors c'est dénoncer des gens par rapport au sionisme et ainsi de suite, tout ça n'est pas acceptable. Mais là, vraiment, il s'agit pour moi, totalement d'une non-info. Ce parti communiste, ce nouveau parti communiste, est un groupuscule qui n'existe pas. Oui, sauf que sur Internet, tout le monde y a accès, quoi. Tout le monde y a accès, comme des centaines d'informations qu'on regarde sur Internet. Après, je pense que nous sommes suffisamment malins et intelligents, en tous les cas autour de cette table, pour essayer de voir qui parle et qui cause, et à quel titre les gens causent. Mais sérieusement, j'ai regardé, quand j'ai reçu le schéma de l'émission, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est le Parti communiste italien était un parti communiste qui faisait 30% des voix, après 39-45. C'était un parti communiste, d'ailleurs, très réformiste, et ainsi de suite. Alors, je me disais, comment c'est possible que ces choses-là existent? Voilà. Alors, ça reste, tout ce que je viens de dire là, il reste à vérifier, mais sérieusement, si vous vérifiez, vous verrez que c'est un mini-groupuscule qui a sorti... Vous avez raison là-dessus. Tout à fait. Oui, vous avez raison. Jean-Luc Benamias. Jacques Millard, réaction à cela. Écoutez, ce genre de méthodes sont odieuses. Et je suis tout à fait d'accord avec Luc quand il dit attendez, regardez d'où vient la source. Ils n'existent pas, c'est des rigolos. Mais il n'en demeure pas moins que un certain nombre de personnes vont aller consulter cette liste. Et il est clair que c'est scandaleux parce que montrer du doigt, vous savez, il y a un proverbe qui dit très clairement, lorsque vous montrez du doigt quelqu'un, vous avez 3 doigts qui vous regardent. Ça, c'est un proverbe notamment des évangélistes. Mais il est clair qu'on ne peut pas, je dirais, donner crédit à ce genre, je dirais, de méthode odieuse. Je vous fais réagir parce que sur les réseaux sociaux, alors là, effectivement, on parle d'un cas avec des personnes qui ne représentent peut-être qu'elles. Mais sur les réseaux sociaux, genre de dénonciation, on en voit tous les jours, toutes les heures. Mais oui, mais le problème, c'est que justement... on peut critiquer, je dirais, la politique de Netanyahou. Elle est même fortement critiquée par un certain nombre d'Israéliens, mais on ne peut pas faire l'amalgame entre, je dirais, l'antisémite
l'antisémitisme et la politique menée par Netanyahou. Il y a un moment, il faut raison garder. Et donc, on ne peut que inviter les gens à détourner et surtout, n'a pas aller consulter ce genre de conneries. Voilà qui est dit, Thomas Lexhauser. Autre chose à rajouter pour conclure ? Profondément choqué de cette liste qui d'ailleurs dresse les noms des journalistes mis en cause par ce petit parti politique italien. Mais ça me rappelle aussi la mise en cause de Mélenchon à l'égard de Routel Krief, qui avait fait beaucoup réagir à l'époque et qui avait été odieuse mise en cause par Mélenchon de Routel Krief. Donc voilà, le mot de la fin sera celui-ci. Merci, en tout cas, un grand merci pour ces débats au Laker. Merci Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte, auteur de l'ouvrage Bye Bye Démocratie aux éditions La Fond Presse. Merci beaucoup Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CESE. Et puis merci infiniment aussi à vous Thomas Lexhauser, secrétaire général du Nouveau Centre, conseiller départemental de l'Eure, les tontons flingueurs de Sud Radio. Toutes les sensibilités sont représentées grâce à vous et c'est important. Bah oui, parce que tout le monde a la parole sur Sud Radio, vous le savez, plus que personne. 11h57, on se retrouve dans un instant avec l'ami Maxime Trollo. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.